Bonjour à tous et bienvenue dans Mon lycée à la maison 2.0. Aujourd'hui une vidéo qui fait suite à une précédente vidéo sur le chapitre P9, caractériser une action par une force. Et aujourd'hui on va faire la troisième partie qui n'avait pas encore été abordée sur le principe d'inertie. Vous voyez qu'entre parenthèses j'ai mis P10 puisqu'en fait ce chapitre, cette partie principe d'inertie pourrait constituer à elle-même un chapitre que on a référencé en P10. Donc on va commencer tout de suite avec le premier membre. Donc tout d'abord, on va étudier le mouvement ou l'immobilité d'un système. Ce qu'on vous dit dans le cours, c'est que le mouvement d'un système est, en très grande majorité des cas, lié aux forces qui s'exercent sur lui. Donc ce qu'il va falloir faire, je vous renvoie aux premières et deuxième parties du cours, il va falloir faire un inventaire, un bilan des forces qui s'exercent sur le système. Donc déjà, il faut savoir quel est le système étudié. Donc suivant les énoncés, les exercices, on vous le dira, où il faudra que vous choisissiez un système qui est celui de votre étude. Donc la meilleure chose à faire, on va se faire des exemples. Donc ici, premier exemple, j'ai une balle, tout simplement que j'ai accrochée à un ressort qui est pendu sur un support. Alors petite remarque, vous voyez la façon dont là j'ai représenté le support, un trait avec des petites hachures. En général, c'est comme ça qu'on va représenter un point fixe, une table, le sol, un support quelconque, un plafond. Donc on a ici un ressort qui est accroché à la balle. Moi, le système que je vais étudier dans cet exemple, ce sera la balle, uniquement la balle. Quelle force s'exerce sur cette balle? Alors, on a déjà fait les diagrammes d'interaction en objet-système. Ici, on voit effectivement qu'on est sur Terre, donc logiquement, cette balle, elle est soumise déjà à la gravité de la Terre. Ça, c'est une action. Et la force qui va représenter cette action de gravité, c'est le poids. Souvent, on confond gravité, poids, et on en met deux. Non, la force qui s'exerce, c'est le poids, qui elle-même représente l'action de la gravité de la Terre sur un système. Donc ici, on va avoir le poids. Donc le poids, je vous rappelle, grand P, avec une flèche dessus, puisque c'est un vecteur qui va représenter une force. On va avoir une autre force qui agit sur cette balle. S'il n'y avait que le poids, la balle elle serait entraînée vers le bas. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller vers le bas? Tout simplement, elle est retenue, elle est accrochée par le ressort, donc le ressort on retient la balle. Donc il y a aussi la résistance, la retenue, la réaction du ressort. On va appeler ça, allez, réaction du ressort. Donc voilà, j'ai fait l'inventaire de ces forces. Deuxième étape, on va les représenter. Très souvent, on vous demande de les représenter, on vous donne même une échelle, 1 cm pour tant de newtons, etc. Bon, ici, on n'a pas forcément besoin d'une échelle, puisque j'ai aucune valeur, on va les représenter. Donc je vous rappelle qu'un vecteur, il faut qu'il y ait un point d'origine, un point de départ, un point d'application, une direction, c'est pour ça que j'ai pris ma règle, c'est juste dans quelle droite va être positionné mon vecteur. Il faut un sens, ne confondez toujours pas sens et direction, le sens ça va être vers la gauche ou vers la droite, vers le haut ou vers le bas, vers le nord, vers le sud, enfin ça dépendra des cas. Et puis après il y a une norme, c'est-à-dire une longueur. Ici la longueur je la mettrai au hasard, arbitrairement. Alors le poids, ça c'est le plus évident, on se met au centre de gravité de la balle, c'est une direction verticale, le sens c'est vers le centre de la Terre, donc vers le bas, ici, c'est pour ça que je mets ma flèche vers le bas, et la longueur de mon poids, ici, du vecteur, je l'ai choisi au hasard. On va représenter maintenant l'autre, la réaction. Alors la réaction, le support, le ressort va retenir ma balle. Alors si je voulais être vraiment précis, où est-ce que le ressort fait une action sur la balle? C'est au point d'accroche. Donc c'est pas au centre de gravité ici de la balle, mais au point d'accroche, ici. C'est ici que l'action se passe. La direction aussi verticale, le ressort on voit bien qu'il est vertical, il tire, il retient la balle verticalement, il la retient vers le haut, donc c'est comme s'il tirait quelque part la balle vers le haut, donc vertical vers le haut, et ici la longueur du vecteur, c'est la même que l'autre. Donc voilà la deuxième étape. On a fait le bilan, on a fait la représentation. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle la somme vectorielle. La somme vectorielle, comme son nom l'indique, c'est on va prendre les vecteurs et on va les additionner les uns avec les autres. Et on va voir ce que ça représente. Vous avez déjà fait, quand vous étiez plus jeune, des jeux où on vous dit d'abord tu vas par là, après tu vas par là,
après tu redescends encore, après on va à gauche, etc. Hein, des espèces de jeux codés comme ça, fléchés. Et quand vous faites toutes les étapes les unes après les autres, vous vous rendez compte que par rapport à votre point de départ, vous avez fait un circuit, un trajet. Et vous pouvez trouver point de départ, point d'arrivée. Donc par exemple, ici j'ai tac, 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 tac. Voilà ce que j'aurais fait. C'est exactement la même chose que de dire, il suffisait d'aller dès le départ, de là jusque là. C'est pas le même trajet, mais on arrive toujours au même endroit. C'est exactement ce qu'on va faire. On va prendre toutes les flèches et on va les additionner les unes avec les autres et voir ce qui reste à la fin. Alors ici, c'est le plus simple. Vous voyez bien que si je prends la bleue et la rouge, comme elles ont les mêmes longueurs, sens opposé, même direction, si je les additionne, la somme vectorielle ici va faire 0. Donc somme, alors on va se faire un peu de place. Ici, la somme vectorielle des forces, donc les forces grand F. Si je fais la somme de toutes ces forces, ici dans mon exemple 1, j'aurai un vecteur nul, j'aurai 0. Il n'y a pas de force résultante quand je fais l'addition. Somme des forces égale vecteur nul. Voilà pour cet exemple. Alors on va très vite faire la même chose pour le deuxième exemple. Ici j'ai une voiture, une très belle voiture schématisée, qui est en train d'accélérer, qui prend le départ par exemple d'une course, ou qui démarre un feu vert, etc. Donc cette voiture, qu'est-ce qui lui arrive? Donc si je fais le bilan des forces, elle a un poids cette voiture, donc il y aura forcément le poids quelque part, puisqu'elle est attirée par le centre de la Terre. Pour qu'elle ne s'enfonce pas dans le sol, il faut que le sol ait une réaction, repousse la voiture globalement. Donc on aura encore une réaction du support qu'il faudra mettre. Si la voiture avance, c'est que le moteur a fait une force, a produit une force pour faire avancer la voiture. Donc la voiture, il y a une poussée. Donc on va la mettre comment? On va la mettre comme ça. Donc on va mettre une force de poussée. Et on a également, puisqu'on n'a pas des voitures magiques, ce serait trop bien, on a des voitures qui ont un frottement dans l'air. L'air s'oppose à l'avancée de la voiture et va freiner la voiture. Imaginez, les camions qui ont une grosse face avant sont bien plus freinés que les voitures très aérodynamiques, type Formule 1, etc. Donc on va avoir des frottements. Donc les frottements petit f, qui vont s'opposer au déplacement. Donc vous voyez que là on a un bilan des forces beaucoup plus compliqué, avec 4 forces qu'il va falloir représenter. Alors, je vais les représenter rapidement. Le poids, encore une fois, c'est le plus simple. Direction verticale, sens vers le bas et longueur. On pourrait le calculer, mais ici, je prends au hasard une longueur de vecteur. Ensuite, la réaction du support, c'est comme tout à l'heure. Alors, normalement, ce serait sur les roues. Mais je ne vais pas faire deux vecteurs. On va simplifier un petit peu notre schéma. Et on va le mettre comme ceci. Alors si je veux être à peu près bon ici, de la même longueur que le poids. C'est de là, vous voyez qu'on est un peu comme tout à l'heure, elles se compensent l'une l'autre. La force qui permet de pousser la voiture vers l'avant. Donc elle va forcément vers l'avant, vers le sens du mouvement. Ah oui, donc j'ai oublié de vous dire que ma voiture, elle allait par là. Pour moi, c'était évident qu'on partait par là, mais bon. Donc ici, on a la force qui fait avancer ma voiture, et on a les frottements de l'air. Les frottements de l'air, ils sont quand même pas très très gros. Ici, c'est une voiture, allez, on va dire assez efficace, et elle est dans le sens contraire du mouvement. Hop, comme ça. Ça, c'est les frottements de l'air qui empêchent la voiture d'aller trop vite, par exemple. Maintenant qu'on a fait le bilan, maintenant qu'on a fait la représentation, on va faire la somme. Donc ici aussi, je vais faire la somme des forces extérieures qui s'appliquent à mon système, ma voiture, mon système voiture. Donc je vois que celle-là et celle-là vont se compenser, donc on aura un vecteur nul. Par contre, si je regarde les deux F, la force qui permet de faire avancer la voiture et la force de frottement qui freine la voiture. Si je regarde les deux, elles ne sont pas de la même longueur, toutes les deux. Elles sont même direction, sens opposé, donc elles vont bien se limiter l'une l'autre, mais elles ne vont pas s'annuler complètement. Si je regarde, il va me rester un petit peu de grand F quand même. Donc ici, il va me rester quelque chose de positif. On va mettre une somme, on va l'appeler S, voilà, qui sera positive. Donc il va y avoir une résultante. Je vais essayer de la dessiner, j'ai pas d'autre couleur. On va essayer, alors je vais la dessiner en rouge, à ne pas confondre avec le poids. Mais vous voyez bien que si je prends celle-là
à la fin de celle-là, je vais arriver quelque part par là. Donc ici, là, ce petit vecteur-là, je vais l'entourer qui est là, c'est la somme de toutes mes forces. Mes 4 forces là que j'ai appliquées, si je les additionne toutes ensemble, il va me rester un petit vecteur ici, qui n'est pas comme tout à l'heure, qui n'est pas un vecteur nul. Et cette somme des forces nulles ou pas nulles, c'est ce qu'on va voir dans le petit 2. Alors, le principe d'inertie. Le principe d'inertie, il est très simple à comprendre. Le principe d'inertie, il dit que si la somme des forces vectorielles extérieures qui s'appliquent sur un système est nulle, donc typiquement c'était l'exemple qu'on avait ici, alors on peut dire que le système, il est soit immobile, soit en MRU. Qu'est-ce que c'est MRU? MRU, c'est une abréviation qu'on va beaucoup utiliser pour gagner du temps, je vous l'écris, c'est mouvement rectiligne uniforme. Vous voyez pourquoi je préfère utiliser l'abréviation, ça va quand même beaucoup plus vite. Alors, on va décortiquer un petit peu ce principe d'inertie. Si la somme des forces extérieures qui s'appliquent à un système est nulle, le système il est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Ça veut dire tout simplement que quand je vais faire mon bilan de force, que je vais les représenter, que je vais faire la somme, si je vois que toutes les forces qui s'appliquent sur mon système, en gros, se compensent, s'annulent les unes les autres, il n'y a aucune raison que mon système perçoive un changement dans son mouvement. C'est-à-dire, s'il est immobile, il reste immobile. J'ai par exemple 2 enfants qui tirent sur une corde, qui tirent de la même force l'un l'autre, ça va s'annuler, la corde ne va pas bouger, c'est immobile. Vous voyez 2 enfants qui s'arrachent un jouet ou des choses comme ça, s'il n'y en a pas un qui tire plus fort que l'autre, l'objet restera immobile. Pour le MRU, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut s'imaginer par exemple une voiture sur l'autoroute au régulateur de vitesse sur une grande ligne droite, toujours la même vitesse, toujours la même direction, ça veut dire que la somme des forces qui s'appliquent sur cette voiture est nulle. Donc on va reprendre un petit peu l'exemple ici pour le petit 3. Ça veut dire tout simplement que il n'y a aucun changement ni de vitesse, donc pas d'accélération, et il n'y a pas de changement de direction. Il n'y a aucune force qui va faire tourner la voiture à droite ou à gauche, et il n'y a aucune force qui va la faire soit accélérer, soit freiner, puisque la somme des forces est nulle. Donc il n'y a aucune logique que ça change de direction ou de vitesse. On peut aussi utiliser la réciproque. La réciproque, c'est tout simplement le principe d'inertie, mais on part de l'autre côté. C'est-à-dire, on connaît le mouvement d'un système. Par exemple, j'ai un stylo posé sur une table, il est immobile. Bon, s'il est immobile, je peux dire que la somme des forces qui s'exercent sur ce stylo est nulle. Donc là, on l'a dans un sens, ça va être le principe d'inertie. Mais si je le fais dans l'autre sens, c'est-à-dire je pars du mouvement rectiligne uniforme ou de l'immobilité pour dire que j'ai la somme des forces ici égale nulle, donc ça ce sera la réciproque. Donc ça c'est comme en mathématiques, réciproque du principe d'inertie. Réciproque, ça veut dire on part de l'arrivée pour repartir dans l'autre sens. Ça ne pose aucun souci. Donc voilà pour le principe d'inertie. Alors maintenant, on va s'occuper du cas différent où on n'a pas cette somme des forces égale nulle, on n'a pas un système immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, donc on va être dans ce qu'on appelle la contraposée du principe d'inertie. Je viens de vous la faire, la contraposée du principe d'inertie. Tout simplement, si j'ai une somme des forces extérieures qui n'est pas nulle, qu'est-ce que je peux dire? Que je ne peux pas faire ça. Donc mon système, il est forcément pas immobile, et pas en mouvement rectiligne uniforme. Donc n'importe quel autre mouvement, ça marchera. Par exemple, notre mouvement de tout à l'heure, la voiture qui était en train d'accélérer, de démarrer au feu vert ou une course ou des choses comme ça. Vous avez bien vu que la somme des forces n'est pas nulle. J'avais une petite force qui me restait quand je faisais l'addition de tout. Et ça, ce qui permet d'expliquer pourquoi la voiture accélère, gagne de la vitesse.
On pourrait aussi avoir l'exemple d'un mouvement circulaire. Vous avez par exemple, vous êtes sur un manège, type carrousel, vous êtes sur un petit cheval de bois, vous tournez autour du manège, ben vous n'êtes pas en mouvement rectiligne uniforme, vous n'êtes pas immobile, donc vous pouvez dire qu'ici, la somme des forces extérieures n'est pas nulle. Même chose si on part du principe d'une chute libre. Par exemple, vous êtes un parachutiste qui saute d'un avion en chute libre, va être accéléré dans sa descente puisqu'il est soumis à son poids, également à des frottements de l'air, puisqu'il y a une résistance quand même de l'air quand on pénètre dans l'air en parachute, mais l'addition n'est pas nulle, du coup, on n'est pas en mouvement rectiligne uniforme, et bien sûr pas immobile quand on saute d'un avion. Donc voilà, ça c'est la contraposée du principe d'inertie. Comme tout à l'heure, on peut en faire la réciproque. La réciproque est simple. La réciproque dit que si on connaît le mouvement ici qui n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme, alors la somme des forces extérieures ne doit pas être nulle, ce qui va peut-être nous permettre de trouver les forces qui s'appliquent sur un système quand on ne les connaît pas au départ. Donc ici, on a dans un certain sens ce qu'on va appeler la contraposée du principe d'inertie, et dans l'autre sens, comme tout à l'heure, on a la réciproque de la contraposée du principe d'inertie. Donc tout dépend de ce que vous savez au départ. Soit vous connaissez bien le mouvement, et donc grâce au principe d'inertie ou à la contraposée, vous allez faire des déductions sur les forces qui s'appliquent sur votre système. Soit vous connaissez bien les forces qui s'appliquent sur votre système, et du coup vous allez pouvoir faire une déduction sur le mouvement de votre système.